passer une petite heure ensemble, un peu moins peut-être, sur cette table ronde. Et je vous suggère de structurer la table ronde autour de 3 thématiques. Dans un premier temps, peut-être évoquer l'état des lieux des pratiques en Europe, en France, en Italie, éventuellement dans le reste de l'Europe. Quels sont les outils qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a des différences entre pays? Essayer de comprendre tout ça. Avant de passer au deuxième sujet que seraient les enjeux, rappelez quand même pourquoi l'éducation financière est aussi importante pour les épargnants, pour nous-mêmes, en tant qu'acteurs du service financier. Et puis troisièmement, évoquer des pistes sur comment faire évoluer la situation, qui quand même est assez relativement inquiétante, vu les chiffres également que M. Robert Ophel a pu nous communiquer, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'organiser, comment faire avancer ce sujet. Voilà, donc j'aimerais pouvoir faire réagir dans un premier temps Fabio Galli, suite effectivement aux propos tenus par M. Robert Ophel, et de comprendre un petit peu votre réaction, et éventuellement, comment ça se passe en Italie. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être ici avec vous pour cette invitation. J'avais prévu de parler anglais, mais David Rai m'a dit, il parle toutes les langues européennes. Il m'a dit, je vais parler français, donc je vais essayer aussi. Hein. Donc, tout d'abord, l'Italie, c'est un pays qui n'est pas un pays anglo-saxon. Ça veut dire que les ménages familiales épargnent encore beaucoup, même s'il y a eu la crise et la croissance. Et donc, nous sommes à peu près à 12%. Ça, c'est le point de force du pays. Mais le point de faiblesse, c'est que la compétence en matière financière est absolument au niveau zéro. Donc, nous avons en effet mesuré la compétence. Les écoles en Italie ont adopté la méthode PISA depuis 2014, je crois. Et c'est impressionnant, parce que nous ne sommes pas même près, pas seulement des pays du Nord, mais nous sommes vraiment au niveau qui est préoccupant. Et c'est pour ça que le gouvernement Renzi a créé un comité pour la coordination de toutes les initiatives en matière d'éducation financière. Et ce comité, je trouve qu'ils ont commencé à travailler en effet au début de 2017, et ils ont créé quelque chose qui est... J'étais surpris de voir, parce que les Italiens ne croient pas beaucoup aux institutions publiques. Mais dans ce cas-là, ils ont fait un très bon travail. Ils ont fait 3 choses. Tout d'abord, ils ont créé un contexte pour mesurer effectivement les points de faiblesse dans la population. Et on a vu qu'en Italie, il y a un très grand problème, pas seulement avec les personnes les plus âgées, mais aussi avec les jeunes femmes. Ça, c'est tout à fait différent en comparaison avec d'autres pays, où les nouvelles générations sont en train d'améliorer leurs connaissances. Pour l'Italie, il y a un problème avec les jeunes femmes qui restent dans quelques mesures en arrière. Et puis, bien sûr, tous les niveaux de la population qui sont plus faibles. Et tout d'abord, on a mesuré exactement où on est pour comprendre c'est quoi les pas qu'on peut prendre. Et deuxièmement, ils ont dressé un tableau des initiatives dans le pays. Il n'y en a plus que 200. Et ces initiatives sont très différentes, très variées. Et beaucoup de cette initiative ne vont à toucher qu'un millier de personnes. Donc, ce sont des initiatives qui n'ont pas vraiment un impact sur l'éducation financière. Et pour ça, maintenant, on est en train de se concentrer sur les initiatives qui sont en termes de qualité et en termes d'impact sur une partie de la population qui sont les plus importantes. Et ça, je crois, va aider beaucoup parce que la troisième chose qu'ils ont fait, ils ont créé un website qui est très bien construit. Je fais une épreuve avec ma mère, avec des amis. Je lui demandais si vous avez une question sur n'importe quoi, vous allez lire le mot qui correspond à ce problème et vous allez me dire qu'est-ce que vous comprenez. Et la réponse était très bonne. Donc, pour la première fois, je trouvais un site qui donne de l'information qui est rigoureuse, mais en même temps claire. Et ça va nous aider parce que les 200 initiatives dont je parlais étaient concentrées sur la production de renseignements, d'informations, mais ce n'est pas ça le problème, parce qu'il y en a plein d'informations. Nous devons avoir seulement une seule initiative, et puis avoir au contraire des initiatives plus pratiques en termes de ce qu'on va faire pour développer les capacités de décision et d'évaluation. Merci Fabio, c'est clair. Peut-être faire réagir
Charles-Henri ou Benoît dans un premier temps, et de voir effectivement votre point de vue en tant que professionnel ou représentant de profession. Comment est-ce que ce sujet effectivement de l'éducation est porté? Oui, je veux bien commencer. Nous, en tant que contact direct avec une clientèle de particuliers, nous nous rendons compte quotidiennement des carences qui existent. Et des carences qui existent pour les raisons qui ont été évoquées par M. Hoffel notamment, de formation initiale, de formation académique initiale, avec des cours qui ne sont pas dispensés du temps de notre jeune âge, en tout cas pour le mien. Lorsque j'étais collégien, je n'avais pas de cours d'éducation financière. Et on se rend compte qu'on est bercé par ce défaut, ce manque de compétences jusqu'au moment où on a des liquidités à l'occasion d'un héritage, d'une cession, d'une transformation de patrimoine, et que là, les questions se posent. Et notre rôle, nous, en tant que conseil en gestion de patrimoine, c'est effectivement de les accompagner dans cette durée. Mais on ne le fait pas uniquement à l'instant où l'événement existe, on le fait aussi en associant dès le plus jeune âge les enfants, par exemple, de nos clients à des réunions d'information, des réunions aussi en one-to-one, si je puis dire, avec des clients, afin de montrer aussi aux plus jeunes de nos clients ou aux enfants de nos clients des fondamentaux économiques de base. Et donc cette éducation, elle s'inscrit mécaniquement et elle s'inscrit aussi, j'allais dire, facilement avec des réseaux, entre guillemets, non propriétaires que sont mes adhérents, parce qu'on a des relations qui sont pérennes avec nos clients. Il y a une étude qui avait été publiée l'année dernière, commanditée, je crois, par Cardiff, un sondage TNS Kantar, où on se rendait compte que la durée moyenne de détention de la relation d'un client par un CGP était supérieure à 15 ans. Eh bien, cette année, j'ai le bonheur de dire que c'est 16 ans. Donc, on a des clients fidèles et on les conseille de manière, évidemment, en respectant une régulation, mais ça, on pourra en reparler parce que parfois, c'est un peu compliqué. Même eux ne la comprennent pas. Vous évoquiez, M. Hoffel, le KID. Franchement, c'est incompréhensible pour un client. Ce n'est pas un outil qui permet de délivrer une information de qualité. Donc, je crois là que les régulations européennes ne nous aident pas. On pallie ces carences-là. Oui, d'abord, je voulais remercier le président Pinon d'accueillir un actionnaire individuel, il y a des investisseurs individuels, donc les représentants. C'est rare que des professionnels nous accueillent pour parler devant vous. Donc, je voulais souligner ce point. L'autre point, je pense que, pour revenir aux différentes discussions, on va parler de l'école et de ces choses, mais il y a un point fondamental aussi, c'est notre système de retraite. On a un système de retraite par répartition. On n'a pas éduqué les Français à capitaliser pour financer leur retraite par rapport aux pays anglo-saxons. Donc, à partir de là, depuis 1945, on a expliqué aux Français que l'État prendrait en charge leur retraite et que ce n'était pas à eux de prendre en charge leur retraite. Donc, ils ne se sont pas préoccupés du financement de leur retraite. Ils commencent, le président Hoffel l'a évoqué tout à l'heure dans son propos, ça va devenir un enjeu important, mais en termes d'éducation financière, lorsqu'on regarde les différents chiffres en Angleterre, aux États-Unis, voire les pays scandinaves que vous avez cités, ils ont tous des systèmes de retraite par capitalisation. Et donc, dès qu'on rentre dans la vie active, les salariés sont informés et éduqués à préparer leur retraite et avec un système de capitalisation en priorité. Voilà, donc je pense que c'est un élément important qu'il faut noter pour développer l'éducation financière des Français. Merci à tous les deux. Peut-être une réaction, M. Hoffel. Donc, effectivement, votre discours était extrêmement clair. Je ne sais pas quel message vous voulez faire passer à la profession, si vous avez des choses à rajouter. Je crois qu'il faut vraiment avoir en tête quand la matière d'éducation financière, c'est une œuvre de très longue haleine. Et donc, il faut la commencer tôt. Et on en mesure les résultats que très progressivement. Et comme il a été indiqué, l'environnement joue beaucoup parce que les gens, il faut qu'ils aient le sentiment que ce soit utile pour eux d'investir intellectuellement dans ces domaines-là. Pendant très longtemps, ça n'était pas nécessaire. On est en train de changer de monde, on est en retard et il faut essayer de rattraper cela. Et ça ne se fera pas par des petites sessions de formation très courtes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut...
qu'il faut prendre de façon résolue sur le moyen terme. Il y a désormais en France une stratégie nationale d'éducation financière avec tout un tas de volets. Rendez-vous dans 5 ans. On mesurera les progrès. Béatrice, vous voulez rajouter quelque chose sur ce premier point peut-être ? 5 ans, c'est bientôt. Non, je voulais peut-être rebondir sur le biais qui vient d'être évoqué. Et puis par rapport aussi à ce qu'a dit M. Galli sur l'Italie, il y a aussi le sujet de la retraite qui a fait que en France, c'est un sujet que les gens ne regardent pas beaucoup. Aujourd'hui, ça va venir parce que je crois qu'on va beaucoup en parler en 2019. Mais il y a des produits en France qui sont notamment les produits d'épargne réglementée ou alors un produit phare qui est l'assurance vie avec un fonds général qui rapporte à peu près 2,5 fois le taux sans risque, sans que le client ne prenne de risque dans la durée, sans que son investissement subisse un mark-to-market qui fait que le client voit de la volatilité dans son portefeuille. Donc à la fin des fins, il n'a pas l'habitude. Et donc ça a contribué certainement à faire que une frange de Français et d'épargnants a pu se dire j'ai pas besoin d'y consacrer plus de temps. Et peut-être pour avoir connu un peu des Italiens, je pense qu'il y a un produit très phare en Italie qui est le BTP, avec des rendements attractifs, et peut-être que ça a joué un peu aussi. Voilà ce que je voulais dire. Je suis sûr que Fabio veut réagir. Malheureusement, le BTP, c'est exactement notre problème, parce que, tout d'abord, c'est la même expérience en Italie avec les pensions, des pensions généreuses pour des générations, mais ça, c'est terminé depuis, je voudrais dire, 15 ans. Mais il y a encore dans une partie de la population la conviction qu'on pourrait avoir des bons retours sur l'investissement avec les BTP. Donc il y a une population qui a 2 générations qui ont cru que c'était très simple d'investir. On n'avait pas trop confiance dans l'État, mais de l'autre côté, on croyait qu'en achetant des titres d'État, c'était très facile. On ne voyait pas le mark-to-market. Et c'est encore dans la culture de la population cette idée qu'il n'y a pas de risque et il y a des retours réels très hauts. Donc c'est pour ça que l'enjeu pour l'industrie, c'est exactement de changer cette culture et de faire comprendre qu'il n'y a pas un free lunch. C'est de dire qu'il y a des risques, les risques sont des opportunités. Il y a une méthode pour affronter les risques, c'est le temps et la diversification. Et ça, seulement le message que nous devons apporter, parce que dans le contexte le plus général de l'éducation financière, l'industrie de l'investissement en Italie s'est convaincue que nous avons une cible plus limitée. C'est de parler avec nos clients, qui sont à peu près 40% de la population, donc qui sont à peu près 8 millions de ménages familiers, et d'avoir ce message très clair. C'est fini le mot de free lunch, des rentes de l'income qui est à 3% réel, 4% réel. Et vous devez comprendre, messieurs, qu'il y a le risque pour avoir des retours sur les investissements. Comment on fait ça? Peut-être c'est le prochain tour de table. Mais c'est vrai que c'est un changement énorme, parce que si vous pensez au BTP, c'est pas seulement qu'il n'avait pas, la population italienne n'avait pas une conscience du risque des BTP, mais c'est aussi que pendant l'approchement à l'euro, le rendement des BTP a été incroyable. À partir de 1996, arrivé à 2006, si vous voyez le rendement des personnes qui avaient seulement de BTP, c'est incroyable. C'est bien plus fort que si on avait investi dans l'économie réelle américaine, chinoise, n'importe quoi. Donc cette expérience est en effet un grand problème pour nous. La culture de l'investissement dans les titres d'État est une culture dangereuse. Et je ne veux pas toucher en une question politique qui est en train de retourner dans le débat maintenant. C'est que ce gouvernement est convaincu qu'ils peuvent affronter la fin du quantitative easing en repartant avec cette culture du BTP. Cette culture de dire le seul investissement qui est sûr, c'est le BTP. Donc pour nous, ça va être un grand problème.
Très clair. Je vous suggère d'aller sur la seconde partie de cette table ronde, à savoir les enjeux. Et avant peut-être de vous donner la parole à nouveau sur les enjeux, je veux juste rappeler dans la salle, comme l'a dit Jenny tout à l'heure, vous pouvez poser des questions. J'avoue avoir oublié le numéro qu'il faut composer pour cela, mais vous pouvez poser des questions par texte et je pense qu'elle va le rappeler derrière. Allons donc maintenant sur les enjeux et comprendre pourquoi l'éducation financière est un sujet. Et j'aimerais commencer par vous, Béatrice, peut-être. Alors c'est un enjeu parce que le déficit de culture financière introduit incontestablement un biais dans les décisions d'investissement des épargnants. C'est un enjeu parce que ce déficit les empêche de prendre des risques, génère beaucoup d'aversion au risque, c'est évident. Et puis ce déficit, il le paye en termes de risque-rendement sur leur épargne. Et ils le payent évidemment dans la durée, puisque toutes les études montrent bien que sur une longue période, il convient d'avoir une diversification de ces placements. Donc ça, c'est un élément qui est très factuel. Et le contexte d'aujourd'hui ne fait que rajouter à l'urgence de la situation, puisque on est dans un environnement où les taux d'intérêt sont entre 0 quelque chose et 0 autre chose, selon l'endroit de la courbe où on se situe. Et donc le fameux TINA, There is no alternative, est un sujet de tous les jours. Et où par ailleurs, comme on vient de le dire, il y a des sujets prégnants auxquels il faut s'attaquer de manière vraiment très sérieuse, qui sont les sujets de retraite, voire pourquoi pas d'études ou de santé, puisque tous ces sujets reviennent sur le devant de la scène. Merci Béatrice. Benoît, peut-être. Oui, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est effectivement la concurrence du fonds en euros, des contrats d'assurance vie, et nos épargnants ne sont pas habitués à avoir un actif qui n'offre pas un taux garanti. Donc ça, c'est la plupart. La majorité de nos clients nous posent toujours cette question. Et ça, c'est fini. Puis la deuxième, c'est effectivement cette problématique de longue descente des taux, et ça va remonter. Et donc, à un moment donné, il faut leur expliquer. Et ça, ils ne le comprennent pas, parce qu'ils étaient habitués au mark-to-model de la construction des fonds garantis. Donc là, il y a l'enjeu de l'éducation, c'est de leur faire comprendre cela. Quelques petits espoirs, c'est aussi de voir que chez les plus jeunes de nos clients, c'est plus facile. C'est plus compliqué pour une clientèle qui partirait, parce qu'il faut classifier bien évidemment selon l'âge, et bien évidemment je reviens aussi sur l'idée fondamentale qu'il faut cloisonner en fonction de ses besoins, qu'il faut diversifier, qu'il faut essayer de comprendre l'appétence au risque, et puis le mesurer aussi, ce qui pose tout un tas de difficultés techniques à leur expliquer. Mais pour revenir à l'exemple concret de quelqu'un qui partirait aujourd'hui à la retraite, c'est plus facile de lui expliquer qu'il faut qu'il diversifie et qu'il faut qu'il aille chercher des rendements sur des actifs qui peuvent être aussi des actifs atypiques, en ce sens qu'ils ne sont pas naturellement cotés. Donc le private equity est un élément qui peut avoir sa place dans l'allocation d'actifs. Ça, ils le comprennent, et ils le comprennent d'autant mieux que lorsque eux aussi ont été des chefs d'entreprise et qu'ils savent ce qu'est un titre non coté. Donc, et ça, c'est le travail que nous devons faire auprès de notre clientèle et que nous faisons quotidiennement. Il n'y a pas un rendez-vous, j'en parlais encore hier à une table ronde, il n'y a pas un rendez-vous qui se fait avec des clients qui ne dure pas moins d'1h30, 2 heures. Mais ce n'est pas 1h30, 2 heures où on va leur parler uniquement de leurs actifs, uniquement des actifs qu'on leur conseille, mais c'est aussi pour leur expliquer l'environnement économique, l'environnement financier, les incidences de scénarios futurs par rapport aux actifs qu'ils détiennent, et puis d'envisager des scénarios avec eux. Et là, ils intègrent le fait qu'on est dans un monde où il y aura, de toute façon, y compris sur le marché obligataire, largement plus de risques que ce qu'on connaissait auparavant, et qu'une diversification intelligente est quelque chose qui doit être accepté pour peu que ça s'inscrive dans la durée qui est à définir de chacun des investissements qu'ils veulent réaliser. C'est très clair. J'aimerais rebondir sur ce que M. Ophel a dit tout à l'heure, en disant qu'effectivement, il y avait aussi un rôle de la profession en tant qu'intermédiaire d'éduquer les épargnants, tout en faisant attention aux conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Quel est votre point de vue? On est toujours conflicté. Donc après, est-ce que le conflit est avéré? Donc pour nous, il est la majorité du temps latent. Et je vais reprendre, on va venir aux rétrocessions, parce que c'est toujours par rapport à ça, est-ce que vous vendez les produits les plus margés?
Moi, je vais donner un exemple très simple. Si on vendait le produit le plus margé, on se tirait une balle dans le pied. Parce que, sauf à ce que ce produit le plus margé donne la meilleure performance, ce qui est bien évidemment loin d'être le cas, et pas une vérité absolue. On se tirait une balle dans le pied, on se tirait 2 balles dans le pied. La première balle dans le pied, c'est qu'on ferait un client insatisfait, et il partirait. La deuxième raison pour laquelle on est en danger, c'est qu'on aurait un stock d'encours conseillé qui diminuerait, et donc une valorisation de nos entités, parce que nous sommes tous des chefs d'entreprise, nous, CGP indépendants, on aurait une entité donc, qui aurait une valorisation qui baisse. Ça serait doublement stupide. Et je ne connais pas un CGP qui va regarder le produit le plus margé en OPC, donc pour le proposer systématiquement afin d'avoir la meilleure des rétrocessions. Maintenant, on a un encadrement avec MIF2, on a un encadrement avec la DDA. Oui, bah, On donnera la parole ils à ne sont pas la Ophel juste CNCGP, après. monsieur Ophel. Ils ne sont peut-être pas la CNCGP. On pourra descendre le portefeuille de mes adhérents. Donc, moi, je ne connais pas. Mais vous avez peut-être plus d'informations. Maintenant qu'on a le secret qui est levé entre vous et nous, on va pouvoir se parler de manière un peu plus intelligente sur ces sujets-là. Mais ce serait une contre-vérité que de rappeler, enfin que de dire que nos CGP, des chefs d'entreprise, vendent des produits les plus margés uniquement pour satisfaire un gain immédiat. Ce n'est pas le cas, puisque je rappelle, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons une clientèle pérenne et qui nous est fidèle. Et peut-être aussi rebondir sur ce que vous disiez également auparavant, l'intérêt de l'alignement à long terme, l'intérêt entre vous et vos clients en tant que chef d'entreprise est un point important qui finalement vous avez toujours dans le viseur pour servir vos clients. Peut-être une réaction, monsieur Ophel? Je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que le monde change, le monde a changé et c'est pas fini. Juste signaler par exemple le rôle de la fiscalité, qui est un rôle extrêmement important, et en termes d'explication, de compréhension, c'est pas complètement négligeable. La fiscalité a changé sur les produits d'épargne. Ça a un effet. Les gens étaient habitués à avoir un livret A qui était inflation plus. Ça a changé. On est maintenant, sauf erreur de ma part, inflation moins, même beaucoup moins. Même, et tous ces changements-là, ils mettent un peu de temps à être assimilés et à se transformer en décision de gestion de patrimoine. Et donc, il faut accompagner cela, et il faut accompagner cela en garantissant la confiance. Parce que quand on évoque les placements risqués, il est clair que si les gens n'ont pas confiance dans la manière dont tout cela se fait, eh bien, ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Et la confiance, c'est, on a tous un rôle à assurer dans ce domaine-là, avec la transparence d'un certain nombre de choses, et pour l'autorité des marchés financiers, à s'assurer que les marchés fonctionnent correctement. Or, ce n'est pas la perception générale de la population française. La perception générale de la population française, c'est de dire les marchés ne sont pas un lieu où les choses s'établissent de façon équitable. Enfin bref, je ne vais pas développer, mais la perception générale, majoritaire, c'est ça. Il faut le changer, et on a tous une action dans ce domaine-là. Merci, monsieur Ophel. Charles-Henri, je pense que vous voulez réagir. Oui, alors là, je vais réagir sur cette perception générale. Je pense que la perception générale de nos compatriotes, elle vient aussi de l'exemplarité des dirigeants du pays. Le 22 janvier dernier, notre ministre de l'économie est intervenu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la journée organisée par Madame de Montchalin. Il a été interpellé, il se trouve que c'est moi, sur son patrimoine, en lui expliquant qu'il n'avait que des produits sur livret, et il a un patrimoine supérieur à la moyenne des 75 000 euros. Donc tout est public, donc je ne peux rien. Et là-dessus, la réponse qu'il nous a donnée, c'était de dire qu'il était père de famille, 4 enfants, je le félicite, j'en ai que 3, et que donc il gérait sans risque, et que donc tout était en livret, et qu'il allait justement demander à l'ensemble des professionnels qui étaient présents de lui sortir un livret qui allait lui permettre d'investir dans les PME sans risque. Voilà.
Donc, je pense que l'exemplarité vient d'en haut aussi, et que donc, si nos ministres, même d'autres, montrent l'exemple, ça serait une bonne chose. Donc là, le ministre souhaite que les Français participent à des privatisations. Je ne porte pas de jugement sur savoir s'il faut privatiser ADP, Française des Jeux, et autre chose, c'est pas mon sujet. En revanche, il y a un vrai sujet, c'est si c'est pour que placer du papier, ça n'a strictement aucun intérêt. Il faut, à ce moment-là, faire œuvre pédagogique et expliquer à quoi sert la bourse. C'est quoi la bourse? C'est un lieu où vous avez une entreprise qui a besoin de fonds propres et qui fait appel à des investisseurs. Donc, si la Française des Jeux vient en bourse, c'est pour faire une augmentation de capital, pour se développer à l'étranger ou pour développer de nouveaux produits et de choses. Si ADP vient en bourse, ou quoi, fait une privatisation, c'est pour demander de l'argent supplémentaire aux Français pour se développer. Donc à partir de là, les privatisations doivent être, à un moment ou à un autre, une œuvre pédagogique. Et je verrais bien à ce moment-là le ministre de l'économie aller dans son agence bancaire, ouvrir un PEA. Maintenant, en plus, il pourra ouvrir 4 PEA jeunes, parce que grâce à la fédération, je vous informe que dans la loi Pacte, nous avons fait passer cet amendement, la création d'un PEA jeune, donc à partir de 18 ans, votre enfant, tout en restant rattaché à votre foyer fiscal, pourra ouvrir un PEA. Merci Charles-Henri. Je ne vais pas demander à Fabio, est-ce que l'élite italienne est aussi exemplaire sur ce sujet, mais je serais intéressant d'avoir votre point de vue sur ce que vous avez commencé à évoquer sur le couple rendement-risque et les enjeux en Italie. Bon, le problème de la responsabilité de l'industrie en termes d'éducation financière, c'est un problème de ressources, parce que c'est un concept théorique de faire de l'éducation. Donc on a réfléchi, qu'est-ce que c'est l'éducation en effet dans un monde où on a des ressources limitées. Et on a vu que le cible pour nous, ce serait seulement les adultes qui sont proches d'une décision d'investissement. Parce que ça, c'est les personnes qui sont motivées de raisonner à propos de ce genre de questions. Donc, en termes de pays, bien sûr, il y aura le problème de faire de l'éducation dans les écoles, au niveau de l'use de la monnaie, de l'utilisation de la monnaie. Mais pour nous, c'est une cible bien plus limitée. Et on est en train d'essayer de mesurer la valeur de l'éducation qui est partagée par les consultants, les promotori financiers. Et on peut faire une comparaison entre le monde de ceux qui sont les consultants et le monde de la banque. Parce qu'il s'agit de deux mondes qui sont très, très clairement séparés dans quelques mesures. Et on peut voir c'est quoi la valeur du consultant qui est plus formé, plus éduqué. La valeur, c'est que pendant les périodes de crise, donc, quand on va s'apercevoir du risque, il y a un comportement très différent de la part de l'investisseur. Donc, ils vont résister à la décision de sortir du marché. Et ça, en valeur très haute en termes de en long terme, ça, c'est mesurable. Et ce que nous voulons mesurer aussi, ça sera très difficile, c'est de voir ce qui se passe avec les personnes qui ont une expérience avec le consultant et l'expérience avec seulement une banque. Et voir, même quand ils sont partis, ils ont fait quelque chose par eux-mêmes, s'ils ont gardé dans quelques mesures une forme d'éducation et de capacité de prendre des décisions. Et ça, c'est surprenant parce que les Italiens ont le problème d'apercevoir le risque seulement quand il se montre, donc de vendre quand les marchés sont très bas et d'acheter quand les marchés sont très hauts. C'est partout pareil, mais c'est plus fort pour nous, et je crois parce qu'il n'y a pas une culture dans la bourse. Et on voit exactement c'est quoi la valeur de la consulence. Parce que la valeur, là, c'est très clair en termes de performance des investissements. Et ça, c'est ce que... donc pour nous, l'enjeu, c'est de faire de l'éducation avec les distributeurs. Ce n'est pas faire de l'éducation avec la clientèle finale, mais avec les distributeurs, parce que c'est les distributeurs qui vont être le mécanisme d'éducation avec les familles.
Merci Fabio, c'est très clair et ça permet d'avoir une bonne transition sur la dernière partie de notre débat sur comment faire évoluer les choses, quelles cibles, quel type d'investisseurs, quels moyens, quels outils, etc. J'aimerais bien commencer par vous, Béatrice, si vous voulez bien, sur ce sujet-là, en tant que présidente du club de gestion privée de l'AFG. Alors, pour avoir échangé pas mal sur ces sujets avec mes confrères, il y a deux volets déjà dans les grands enjeux. On a le volet qui touche les conseillers et puis on a le volet qui va toucher les épargnants. Donc, pour le volet qui touche aux conseillers, puisque comme Fabio vient de le dire, et c'est vraiment très vrai, quand on accompagne un client qui a une culture financière dans des marchés difficiles, forcément, le client va rester embarqué. Voilà. Alors que s'il n'a pas la culture financière et que le conseiller en a une, mais qui n'est pas aussi sophistiqué qu'un autre, le client, il va plus être perdu plus vite. Voilà, il va prendre son profit plus vite, si tant est qu'il avait pris des risques avant. Ça, c'est très, très vrai. Alors, on a quelques difficultés. Alors, en France, on a un socle de compétences pour les conseillers qui est celui de la certification AMF pour tous les collaborateurs qui interviennent dans le processus de conseil en investissement auprès des clients. Donc ça, c'est déjà uniforme et c'est très bien. Et bien évidemment, chacun de nos établissements, sociétés de gestion, banques privées, etc., ajoute des choses pour parfaire la connaissance des conseillers. Alors, je voudrais ajouter une petite touche très française. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais en tout cas, nous, on fait face à une réelle difficulté, c'est que on n'arrive pas à recruter dans les banques privées, où on en recrute, mais pas assez, des collaborateurs, enfin des jeunes qui sortent de master en gestion financière. La plupart d'entre eux rejoignent les banques de financement et d'investissement ou alors d'autres maisons qui, voilà, dans le private equity, etc. Et nous, on a du mal à les capter. Donc la plupart des collaborateurs qui rejoignent nos maisons, ils ont des Master 2, donc 5 ans d'études quand même, on peut faire beaucoup de choses en 5 ans. Ils ont des Master 2 en gestion de patrimoine. Et alors le problème, c'est que c'est complètement, je suis désolée, c'est complètement, pour être voilà, d'une génération un peu plus ancienne, l'enseignement de la finance dans les masters a complètement passé de mode avec les années. Et donc, il y a eu un engouement pour l'ingénierie patrimoniale, mais ce n'est pas parce qu'on fait 5 ans d'ingénierie patrimoniale qu'on ne peut pas avoir des modules un peu sérieux sur la partie financière. Donc ça, c'est un sujet dont je parle beaucoup aux différents responsables des masters, et là, j'ai besoin d'aide. Il faut introduire des modules financiers qui tiennent la route dans ces masters-là, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est complètement les distributeurs ou les producteurs qui assureront cette formation complémentaire. Bon, c'est un peu dommage quand on a fait 5 ans d'études. Donc, quand les jeunes ont fait 5 ans d'études. Donc ça, c'est un point qui est un sujet qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Et puis, après, chacun pour les conseillers, chacun il va comme il peut. Donc, il y a des établissements où il y a des formations avec les experts financiers une fois par semaine. Nous, BNP Paribas Banque Privée, on a mis en place une certification agréée par un organisme externe en 2014, dans lequel il y a un module financier. Enfin voilà, chaque établissement fait beaucoup d'efforts à sa sauce pour remettre une couche au-delà de celle que, heureusement, l'AMF a déjà posée. Et puis, après, il y a le volet client, le volet épargnant. Et donc, sur ce volet épargnant, on part de pas grand-chose. Voilà, ça c'est un fait, et on vient tous d'exposer un petit peu les raisons de ce départ. Je crois qu'on a... L'environnement d'aujourd'hui nous donne des opportunités d'aller plus loin. D'abord, donc, les taux, dont j'ai déjà parlé. Ensuite, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives, le fait qu'il y a des sujets qui remontent sur le devant de la scène, qui vont nous aider à capter l'intérêt des clients sur ces sujets. Et puis, quand même, c'est vrai, un gouvernement qui met le sujet sur la table et qui recherche, et nous avons consacré un club, une soirée du club gestion privée à l'AFG, comment nous, distributeurs, on peut aider
à accompagner les épargnants dans de l'investissement à plus long terme et dans l'investissement dans les PME. Donc c'est des sujets sur lesquels on est tous en train de progresser. Et puis, j'ai envie de dire, dans les opportunités, il y a aussi des choses qui nous arrivent par le biais des nouveaux, de la progression du digital. Et ça, c'est très puissant. Et je viens de voir une enquête sur les banques digitales et toutes les entreprises qui font de la gestion uniquement à travers du digital. Et c'est intéressant parce que c'est un élément qui ressort. Les clients changent leurs habitudes, voilà, on l'a un peu tous dit, et on peut faire plein de choses à travers de l'interaction digitale. On peut faire des supports pédagogiques. On peut, en plus, ils peuvent être personnalisés parce que comme tout au long du parcours du client, quand il va faire sa sélection d'investissement et faire ses choix, eh bien, on peut lui expliquer tout un tas de choses. Il peut y avoir beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent. Et en fait, le client, il personnalise son parcours parce que quand il connaît, il saute et il va au truc d'après. Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, d'abord parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui vont sur le net. Et ça, je peux vous dire, on a pas mal de clients âgés. Il n'y a pas que les jeunes qui vont sur le net. Ça, c'est faux comme raisonnement. Et donc, il faut qu'on capitalise beaucoup plus, et on est tous en train de le faire quand on pianote sur les sites des uns et des autres. Il ne faut pas qu'on néglige ce nouveau canal qui nous permet de faire plus technique, plus personnalisé. Voilà, ça, c'est très important, et je réponds un peu à ce que vous disiez en introduction, qui est il faut que ce soit adapté à chaque segment et à chaque besoin de client. Et puis, il y a aussi une notion qu'on a effleurée, qui est la notion de biais comportemental. Et là, c'est ce qui touche à la finance comportementale. On a eu la chance d'avoir les feux qui ont été mis là-dessus l'année dernière avec un prix Nobel. Et vous savez, on a tous des biais comportementaux dans nos décisions d'investissement. Et donc, la finance comportementale consiste à permettre, grâce à des questions, des applications, il y a des choses très sophistiquées qui sont mises en place, à chaque investisseur, en répondant à un certain nombre de questions, de connaître et de comprendre quels sont ses propres biais. Et ça, c'est absolument indispensable pour progresser et pour lever davantage d'aversion au risque, parce que, du coup, ça aide le conseiller à avoir les bonnes discussions avec son client. Et à la fin, je parlais tout à l'heure de la pénalisation en termes de risk-return. Et les études sur la finance comportementale montrent que quand les clients subissent leur biais comportemental, ils se privent d'un rendement considérable du portefeuille. Donc ça aussi, on peut capitaliser sur l'actualité et ce qui a été fait, et certains le font déjà, pour utiliser, c'est encore un outil supplémentaire. Donc je pense que notre changement d'air, la transformation qui se fait aujourd'hui, va nous permettre de toucher des gens la nuit quand ils vont avoir envie de pianoter. Voilà. Donc ça va nous donner des supports supplémentaires, plus une actualité, donc des opportunités pour aller de l'avant, parce que nous, on est tous engagés et on a tous envie de contribuer au développement de la culture financière des épargnants. Voilà. Merci Béatrice, et merci d'avoir insisté sur le digital. Vous avez parfaitement raison, également sur la finance comportementale. Peut-être laisser la parole à M. Ophel réagir, mais éventuellement lui demander de réagir par rapport à ce sujet. Donc, que faire l'évolution? Vous avez dit, la formation, c'est important, le prendre au plus jeune âge. Entre-temps, on a une population d'épargnantes qui est quand même plus âgée que jeune. Il faut quand même faire attention à cette population également, faire attention effectivement, éventuellement aux plus vulnérables. Donc, il y a toute une phase de transition qu'on va devoir gérer. Quelles recommandations à votre niveau? Je crois que l'école, c'est très important. Il y a un autre lieu qui est quand même très important, c'est l'entreprise, parce que l'épargne salariale est une réalité forte, qui va se développer, et à la fois dans sa dimension classique et puis dans la dimension de retraite. Et donc là, il y a un lieu privilégié d'apprentissage, de réflexion et d'éducation financière dans l'entreprise, parce que là, je dirais, c'est presque l'épargne que l'on recherche, c'est-à-dire c'est l'épargne progressive qui se fait régulièrement et sur un terme long,
Et donc, il y a un lieu tout à fait privilégié. On a mentionné le digital. Si on lit, vous avez aussi mentionné l'étude que fait Fortis avec Kantar sur les clients des CGPP, des conseillers. Celle qui vient de sortir il y a quelques jours, un chapitre sur le digital qui est très très clair, hein, et qui montre que c'est pas une question d'âge. Hein. C'est pas une question d'âge, et il y a vraiment une percée très très forte, à la fois pour faire des opérations, mais aussi pour apprendre, comprendre, tester et faire beaucoup de choses. La problématique de l'éducation financière, elle est complexe parce que c'est pas la même chose l'éducation qu'on donne à des populations vulnérables pour gérer un budget, éviter le surendettement quelque part, et celle qui s'adresse à des populations plus fortunés ou avec des perspectives claires de revenus dans la durée, et pour lequel la problématique est très différente. Et donc, le défi, c'est de traiter tout ça, mais pas avec les mêmes instruments. Pas avec les mêmes instruments. Sur les populations vulnérables, on travaille très, très spécifiquement, et avec les conseillers aussi, pour adapter les conseils à la situation de ces personnes. Mais je dirais, tout n'est pas noir dans ce domaine-là, même s'il y a parfois des choses qui ne sont pas acceptables, mais ça reste des épiphénomènes. Mais c'est des épiphénomènes qui ont une portée symbolique extraordinairement forte et qui peuvent miner la confiance. C'est pour ça qu'il faut vraiment les éradiquer au maximum. Merci. Peut-être Benoît, une réaction? Oui, juste deux choses. On parlait de certification AMF, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en France, beaucoup d'instruments financiers sont vendus par le biais de véhicules d'investissement assurantiel, et les courtiers n'ont pas besoin de cette certification. Donc, ce qui peut poser aussi quelques problèmes. D'où la raison pour laquelle nous demandons, nous, à chaque adhérent de la Chambre, d'être CIF et d'avoir cette certification. Outre les M1 et M2, qui sont la base minimale pour pouvoir délivrer un conseil de qualité et pérenne. Donc, et je voudrais juste rebondir sur l'étude TNS Kantar commanditée par Cardiff. 91% des épargnants qui font appel à un CGP ont une bonne ou très bonne image de ce GP et sont prêts à le recommander. Pour preuve, ils sont satisfaits et nous en sommes ravis. Et ils sont satisfaits aussi parce que nous nous formons dans le temps. La formation initiale est une chose intéressante, mais nous avons, nous, un programme de 28 heures de formation annuelle obligatoire et qui ne repose pas que sur des aspects purement réglementaires, mais aussi sur des formations outils métiers pour justement adapter auprès de nos adhérents, eh bien, les faire adapter aux outils nouveaux. Et je voudrais juste rebondir sur le PEA. Bravo pour le PEA jeune. Moi, j'avais fait une autre proposition. Il est aberrant en France où on veut favoriser l'épargne longue, l'épargne sur des actifs productifs, que des enfants mineurs ne puissent pas ouvrir de PEA. On avait proposé à partir de 16 ans, le législateur a considéré que 18 ans, ça suffisait, qu'il fallait être majeur. Non, je voulais réagir. On est tous d'accord sur la formation dès l'école et de ces choses, et qu'une formation à l'investissement, au financement des entreprises est importante, que ce soit dans le secondaire et dans l'enseignement supérieur. J'ai regardé, parce que quand on a préparé la table ronde avec Joseph, on a regardé l'enseignement à l'ENA. Alors, je ne sais pas s'il y a des énarques parmi dans la salle, mais en tous les cas, sur le site internet de l'ENA, il n'y a aucun module sur le financement des entreprises. Voilà. Donc ça, c'était une anecdote. Alors, ensuite, pour l'éducation, je pense que l'investisseur, quand il fait son choix d'investissement, il se retrouve avec plusieurs offres. Il n'y a pas que des actions, il n'y a pas que des OPC en euros, il y a aussi de l'immobilier, il y a aussi du cinéma, il y a un certain nombre de produits d'épargne qui bénéficient aussi d'une fiscalité différente et avantageuse. Quand vous êtes dans les SOFICA, vous pouvez en déduire à peu près 40% de vos revenus. L'immobilier, c'est sur du long terme, donc vous avez du Pinel, vous avez un certain nombre de choses. Et quand vous voulez investir dans les actions, l'avantage fiscal, il n'est pas à l'entrée, il est peut-être à la sortie,
Mais en tous les cas, l'investisseur, à un moment ou à un autre, il se pose des questions, où est-ce que je vais mettre mon argent là où j'aurai un rendement le plus sûr. Bon, eh ben, nous, ce qu'on souhaite à la fédération, c'est qu'il y ait une certaine homogénéité de la fiscalité de l'ensemble des produits d'épargne, qu'ils soient dans le cinéma, qu'ils soient dans l'immobilier ou qu'ils soient en action. Voilà. Ensuite, on a parlé de l'actionnariat salarié. Pour l'éducation financière des salariés, on est tout à fait favorable, mais bon, vous voulez parler de salarié, ou l'actionnariat salarié, pas tout à fait la même chose, mais je pense que la frontière est assez ténue. Mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est qu'éventuellement, avec l'AMF, on puisse faire une étude de savoir si, justement, ceux qui épargnent à travers les modules de leur entreprise vont ensuite vers d'autres produits. Il n'y a pas eu d'étude montrant qu'il y a eu un large passage. On a commencé à investir dans son entreprise. Est-ce qu'on va investir dans d'autres entreprises? Ça, je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'on commence par l'épargne salariale, est-ce qu'après on bascule? Parce que, non, là, on a de l'épargne salariale et après on en a d'autres, mais on en doit peut-être en avoir avant et on a aussi de l'épargne salariale. Donc il faut voir si la bascule se fait. Voilà, c'est juste. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il y a un travail à faire. Merci beaucoup. On va peut-être finir avec vous, Fabio, en tout cas pour ce premier tour. Et ce qui est intéressant en Italie, effectivement, c'est que vous avez énormément misé sur le segment des promotori financiari, des conseillers en fait en gestion de patrimoine ou l'équivalent, qui ont une énorme part de marché, qui captent plus de la moitié de l'épargne financière. Et donc finalement, former cette population de distributeurs a permis de capitaliser considérablement et d'avoir un effet de levier très positif sur l'éducation financière. Peut-être dire un mot dessus, mais également dire « what about the rest ?» Le reste, c'est le problème parce que maintenant, on va voir l'application de MiFID II. Avec MiFID II, on doit faire de la formation continuelle pour tous les distributeurs. Donc, ça, dans quelques mesures, la discussion, c'est il y a trois parties de l'industrie, en effet. Il y a les promotori financieri, les conseillers, qui ne travaillent pas dans leur bureau, mais qui viennent chez vous vous conseiller, vous montrer discuter avec vous les investissements. Et puis dans les banques, il y a clairement deux parties. C'est on l'appelle le private banking, mais c'est en effet le morceau le plus riche de la clientèle, qui est encore dans la façon traditionnelle d'avoir des employés dont ces employés ne sont pas le sujet d'une formation spécifique et ils ne sont pas le sujet d'une forme d'incentivation spécifique. Donc maintenant, tout le monde est en train de discuter si le monde du private banking, qui en effet couvre seulement un tiers de la partie bancaire, donc c'est private banking, pour vous donner des chiffres, c'est très large en effet, c'est à partir de 250 000 € de patrimoine, mais tout le monde est en train de discuter si le monde de la banque doit bouger vers le monde des promotori financieri, parce que les personnes s'attendent que le service va être rendu chez eux et pas dans la banque. Et en ce cas-là, ça veut dire que toutes les personnes qui sont des employés devraient devenir des self-employed, des personnes qui doivent passer l'examen pour les promotori et la formation, l'éducation pour les promotori. Donc, cette transition, les banques ont toujours résisté à cette transition parce qu'ils ont dit la formation du personnel est trop coûteuse. Mais maintenant, on voit que la force du modèle de promotori est si évidente qu'il faut prendre ce pas-là. Et donc, ça, c'est vraiment le changement qu'on va s'attendre si on va diminuer drastiquement les employés et avoir des self-employed qui sont en effet des conseillers. Idée intéressante, merci. Ouais. Je me tourne vers Jenny, je veux savoir s'il y a éventuellement des questions qui ont été posées.
par l'Assemblée. Merci beaucoup, c'est fort intéressant. Alors, on a déjà une première question. La question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la volonté d'éduquer l'épargnant, lui faire prendre des risques, etc., et en même temps vouloir à tout prix le protéger? Est-ce que ça se trouve une contradiction en quelque sorte? Benoît. Oui, la question c'est, à force d'interroger le client, à force de vouloir le connaître, à force de vouloir lui montrer que ses investissements ont du risque, à un moment donné, lui, il revient vers nous en nous disant « Mais est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui vous protégez que nous ?» Parce qu'en réalité, vous me connaissez, vous savez parce qu'on se connaît depuis des années, vous savez quels sont les risques que je suis capable de prendre, et là, vous êtes en train de me mettre le doigt sur un risque que je connais, mais sur lequel vous insistez. N'est-ce pas plutôt vous qui vous protégez? Et ça, c'est une problématique qu'on a aujourd'hui dans les questionnaires connaissances clients, appétence au risque. Quelqu'un d'autre souhaite réagir par rapport à cette question? Béatrice. C'est vrai, donc pour MiFID qu'on a mis en place, enfin qui s'est mis en place en début d'année, on commence à avoir un peu de recul. Il y a deux façons de voir les choses, le verre moitié vide à moitié plein. Donc il y a, voilà, c'est quand même un changement très très important autour des transactions financières. Et il y a une partie qui est une opportunité, c'est que quand même, si on explique bien aux clients que tout ça, ces questionnaires qui sont, il est vrai, assez fastidieux, c'est pour les protéger, ça lui permet aussi d'avoir un peu plus de confiance. Et cette confiance, elle est, et puis la transparence des tarifs qui va avec, c'est quand même un moyen aussi de faire un pas dans la bonne direction. En revanche, ce qui est quand même assez compliqué, c'est que dans la mesure où ça change la façon de faire du conseil et de l'exécution, enfin on va dire que ça, on met plus de temps à faire du conseil et de l'exécution. Là, par contre, il est vrai qu'il y a des clients qui disent bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrive à concilier les atouts, les voilà. C'est un faux problème. Pardonnez-moi, mais c'est un problème de stock. Quelque part. Donc, je comprends qu'en effet, sur un stock, quand il y a une nouvelle réglementation et qu'on dit, il y a le stock, on dit, mais attendez, je suis votre client depuis 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que vous me demandez des choses que vous le savez mieux que moi? Mais bon, une fois qu'on a fait ça sur le stock, on voit bien quand même que sur le flux, ma foi, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est là, bien connaître sa situation et le type de risque qu'il est susceptible de prendre et de compréhension qu'il a de ce risque, c'est quand même le système, enfin c'est nécessaire. Donc une fois qu'on aura passé le problème du stock, qui est un peu désagréable, je reconnais, pour tout le monde, je crois que le problème disparaîtra. Sur le fond, l'éducation financière, c'est d'abord pour protéger l'épargnant, en disant, écoutez, plus vous... D'ailleurs, on voit bien dans le questionnaire, dans ces questionnaires-là, plus le client connaît les produits et les risques qui y sont associés, plus vous êtes à l'aise pour lui en proposer la souscription. Donc, les choses ne me paraissent pas devoir être... vont dans la bonne direction, même si il peut y avoir des problématiques désagréables ponctuelles. Claire. Une dernière question? Oui, une dernière question qui vient de la salle sur la réglementation, plus précisément. Oh non, une autre question. Vouloir présenter des produits simples et compréhensibles pour le grand public, n'est-ce pas renoncer en fait à son éducation, justement? Oui, si, allez. Ouais. C'est toujours une question d'équilibre dans ce genre de choses. Hein. Mais il est clair que des produits très complexes, avec des barrières activantes dans tous les sens, ça a ses limites. Ne pensons pas que l'on puisse avoir une adhésion massive sur ces produits-là. Vous voyez, je suis sauvé par le gong qui vient d'Italie. Fichtre, mon Dieu, écoutez, je suis. Quelqu'un d'autre peut-être pendant que monsieur... Voilà. Désolé.
proposer des produits simples. Un produit simple, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de risque. Mais un produit simple, compréhensible par un nombre élevé de clients potentiels, ça a une dynamique positive extrêmement forte. On enclenche un cercle vertueux à partir de cela. Ça ne signifie pas qu'autour, il ne puisse pas y avoir des produits plus ciblés, plus clins, mais le cœur, il doit être là. Pardonnez-moi, ça a l'air d'insister. Je vais demander à Fabio justement d'intervenir. Oui. Et j'aimerais bien avoir le point de vue côté Italie sur cette notion de produit simple vendu à tout le monde versus sophistication, parfois sur-sophistication. Je suis tout à fait d'accord. C'est une question d'équilibre parce qu'on a constamment cette tension entre la complexité des choses qu'on peut faire et donc pourquoi exclure quelqu'un d'une opportunité d'investissement. Si c'est complexe, ça pourrait être un bon investissement quand même. Et de l'autre côté, c'est clair qu'on doit apporter des produits très simples à une partie de la population. Donc, c'est toujours une question d'équilibre de trouver la façon d'arriver aux choses. Par exemple, maintenant en Italie, les fonds alternatifs sont accessibles seulement si vous investissez au moins 500 000 €, ça c'est un niveau très haut. On a eu une discussion depuis presque 20 ans pour dire c'est fou parce que dans les fonds alternatifs, il y a des opportunités d'investissement pour des personnes qui ont un portfolio diversifié et il n'y a aucune raison pour ne pas baisser cette threshold, cette limite. Mais c'est très difficile de discuter de ça avec, par exemple, des associations de consommateurs parce qu'ils disent est-ce que vous êtes prêt à vous prendre la responsabilité de donner l'accès à un fonds alternatif à une personne qui ne peut pas faire ce genre d'investissement? Nous savons que le choix, ça serait de baisser, mais c'est très difficile de convaincre le régulateur et les associations. C'est très clair. J'aimerais bien avoir le point de vue côté banque privée en France par rapport effectivement à cette notion. Les réponses, je crois que les établissements, c'est une vraie question, mais je pense que les établissements les trouvent tout simplement en segmentant les offres en fonction à la fois des profils des clients, des profils financiers, et à la fois en fonction des actifs des clients. En fait, on se rejoint tous un petit peu. La réponse, c'est la segmentation des offres. Elle est déjà, franchement, elle est déjà en route. Il y a des établissements, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a des établissements, par exemple, qui ne proposent du private equity qu'à des clients qui ont plus d'1 million d'actifs sur les livres et qui ont des profils, évidemment, bien entendu, même si Robert Hofer n'est pas là, et qui ont les profils financiers adaptés pour souscrire ce type de produit. Et c'est vraiment la segmentation des offres, la réponse. Et là, je crois que tous les établissements ont beaucoup avancé dans cette direction. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous 5, y compris M. Hoffel. Merci à M. Hoffel. Merci beaucoup à vous, Joseph Pinto. On les applaudit encore. Un grand merci à ce premier débat. Vous pouvez reprendre vos places dans la salle. Un grand merci à vous tous, Charles-Henri Dauvigny, Béatrice Bélanger, Fabio Galli, Robert Hoffel, Benoît Lombard et bien sûr Joseph Pinto. Merci beaucoup, beaucoup.